Bonjour, je crois que ce ne serait pas mentir de dire que vous êtes considéré comme un des poètes belges contemporains les plus importants, mais au-delà de cette formule, il serait intéressant de retracer votre parcours. Nous sommes actuellement à Liège et vous êtes né à Liège, je crois. Oui, c'est ça, je suis né à Liège, donc juste un peu avant la guerre, et j'ai toujours vécu à Liège, je suis assez casanier. Oui. Bien sûr, j'ai voyagé, mais disons que le port d'attache a toujours été Liège. Et je crois que l'expression est bonne, puisque nous sommes au bord de la Meuse, donc question de port, on s'y connaît un peu à Liège, port fluvial en tous les cas. Mais je n'ai jamais quitté Liège, j'y ai toujours vécu, je travaille à Liège, donc Liège fait partie, si vous voulez, de mon univers de façon tout à fait réelle. L'un coupe la verveine où saisit sabot et soleil. Oui, dort dans mon souffle. Souffleur et dormeur sont en paix. La phrase très pâle à travers les barreaux. L'herbe et la langue et le jardin du lait submergent les guenilles. L'autre nomme la truelle où le papier blanc des fées. Le voici tirant le fil de laine des gencives, des genoux. Les petits coups du cœur ébranlaient la maison. Vous avez un parcours particulièrement prolifique et la question qu'on peut se poser, c'est est-il possible, vivant à Liège, ne quittant pas Liège, de pouvoir diffuser ses productions littéraires, de se faire connaître? Mais disons que mon parcours, si vous voulez, au niveau de l'apparition des textes, est un parcours qui s'est fait de manière très progressive, si je puis dire. J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'étais adolescent. J'ai publié mes tout premiers textes dans la revue de l'Athénée Royal de Liège. Et puis, alors, ça a été très progressif. Et puis, j'ai publié d'abord à Liège, à compte d'auteur, bien entendu, puis ensuite à Bruxelles, et puis en province française, et puis à Paris. Vous voyez, ça a été assez lent et progressif. Le doux appareil frotte le linge contre la main. Et nous sommes sûrs de voir muscles et tendons. Fallait-il amincir la peau fine et les ongles? Ça m'a toujours intéressé d'entendre des textes et d'inviter des auteurs, d'abord pour la rencontre personnelle, pour le profit d'une rencontre personnelle, et aussi pour donner l'occasion de faire entendre les textes des autres à un certain public amateur de poésie. Et alors j'ai eu l'idée assez tôt, disons, à une époque où ce n'était pas encore si fréquent, où les lectures publiques n'étaient pas encore si fréquentes, j'ai commencé à organiser ces lectures. Là, il y avait une petite librairie qui s'appelait la librairie Le Quai, sur un quai de Liège d'ailleurs, qui a été transposée par la suite en rupture. C'était une librairie, ils appelaient ça librairie Bookshop, n'est-ce pas? C'était le local central de réunion des libertaires, des objecteurs de conscience. Il y avait toute une atmosphère un peu rebelle qui se passait dans cette librairie. Et alors nous avons organisé évidemment en plusieurs années de très nombreuses rencontres semblables. Mais alors par la suite, c'était de préférence avec la présence de l'auteur. Parce que je trouve que même si l'auteur lit lui-même assez mal son texte, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de lire mal un texte? Rien que sa présence contribue un peu à électriser l'assemblée. On a publié quelques textes, notamment un livre qui s'intitule Rue Obscure, qu'on avait publié aux éditions de l'Atelier de l'Agneau, justement. C'était en fait un livre de voyage. Nous avions fait ensemble un voyage en Espagne, dans une région d'Espagne qui est fort peu connue, au nord-ouest, qui s'appelle les Asturies, dont la capitale est Oviedo. Et alors, au fur et à mesure que le voyage se déroulait, nous écrivions chacun des textes. C'est-à-dire que ce sont des textes qui parlent chaque fois des mêmes choses, mais avec un point de vue différent, bien entendu. Alors, ce sont des textes qui sont, comment dirais-je, alternés, un texte de Gênes, un texte de Gouin, etc. Et qui évoque donc ce long voyage que nous avions fait en Espagne. Alors pourquoi rue obscure? Tout simplement parce que dans la capitale des Asturies, Oviedo, derrière la cathédrale, il y avait une petite rue très sombre qui s'appelait d'ailleurs
Caille Oscura. Ah oui. Je trouvais ça magnifique. Les gens du coin n'avaient pas cherché midi à 14 heures, puisque la rue était obscure. Ils avaient appelé tout simplement ça officiellement Caille Oscura. Et alors j'ai pris ce titre, ce nom de rue d'Oviedo comme titre de ce recueil à deux voix, à deux mains, commun en quelque sorte. Oui. Puis nous avons encore publié après l'un ou l'autre texte ensemble, notamment une petite plaquette intitulée Plaisir solitaire, toujours à l'atelier de l'agneau. Les pirogues ont des mains papelardes et des éboulis muets. J'élève l'élève et la langue en ce moulin moelleux fait figue, fait flèche. Jacques Isolard, en prévision de cette émission, vous nous avez conseillé, à juste titre, je dois dire, la lecture d'une de vos plaquettes qui s'intitule Petite merveille, point levé, et qui est une espèce d'inventaire personnel de vos lieux de prédilection à Liège. Alors si vous voulez, nous allons les passer en revue ensemble. Ça commence par un arbre rescapé à la rue des Deux Châtaigniers. Mais c'était deux splendides châtaigniers très vieux. Il en reste un d'ailleurs assez mal en point, mais qui existe toujours. Et alors c'était dans le quartier où je suis né, ce châtaignier, parce que je n'ai pas connu l'autre, se trouve dans le quartier où je suis né, et c'était un châtaignier au tronc très épais, très large et creux. Donc, et alors on se blottissait dans le creux du châtaignier, c'était un peu un endroit magique si vous voulez. C'est dans le quartier de Saint-Walburge. Le quartier de Sainte-Marguerite plutôt, sur les hauteurs de Sainte-Marguerite, un quartier très vivant d'ailleurs, mais c'est déjà un peu à la limite du quartier, vers des endroits qui autrefois faisaient un peu penser à la campagne. Maintenant la ville évidemment s'est densifiée, on a construit beaucoup, alors c'est la pleine ville pour le moment, mais à l'époque c'était un peu mi-ville, mi-campagne. La ville se démembre, se casse, se distend. Nul ne l'a ménagée, livrée qu'elle est aux pioches et aux pics. Méfaits est loin. Ici, la destruction stupide fait son œuvre de mort. Quartier après quartier, pans de murs s'écroulent. Les machines, les bêtes hargneuses engloutissent la vie aimée des vieilles gens, des enfants, des poètes, des scious au cœur tendre, des balayeurs de rue, des putains colchiques, des botteresses, des spirous et des mailleurs d'Outremeuse. Pour poursuivre cet itinéraire inhabituel, il y a une adresse qui est rue Saint-Jean-en-Île, numéro 20. Oui, ça c'est Quelle est cette maison c'est en plein centre, donc je tenais à ma famille, Ah voilà. mais une très vaste maison, enfin une branche de ma famille, c'était des marchands de sabots et de pantoufles. Alors, c'est une maison superbe, avec une cour intérieure, en plein cœur de Liège, donc rien que du point de vue architectural, c'est assez fascinant. De l'extérieur, elle ne paye pas de mine, mais à l'intérieur, ce ne sont que des dalles ou vastes chambres. Et alors là habitaient donc les gens de ma famille, les Pierrard, ma marraine, Charlotte, Germaine, Colette, Mariette, mon oncle Edgar. Et c'était des commerçants, bien entendu, ils vendaient des sabots et des pantoufles. Alors c'est une maison que je connaissais fort bien parce que je faisais des études à l'Athénée royale de Liège. Et alors pour ne pas remonter sur le temps de midi chez mes parents un peu hors ville, j'allais prendre mon déjeuner, donc dîner au numéro 20 rue Saint-Jean. Et c'est une maison qui a vraiment fasciné mon enfance. Le tambour de la rue Saint-Jean. Je veux dire le tambour de la maison située au numéro 20, rue Saint-Jean-en-Île. Lourd immeuble ancestral encore debout. Porte cochère immense et tambour des sabots. Le noir total y règne dès l'entrée. Quels géants y complotent, quels nains aux cris aigus y boivent la vanille, quelles mains y serrent, quelles autres mains. Pays des cannes à pommeau et des ombrelles, enclos de passages furtifs dont il me faudra un jour chanter le silence. Ce qui me semble important en ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours été attiré par les choses concrètes, par une certaine vie quotidienne parmi des objets, et pas tellement par rapport aux grandes idées de la poésie,
pour grandes enjolières lyriques, n'est-ce pas? J'ai des amis qui vous parlent des constellations, de l'univers. Moi, j'en suis tout à fait incapable. Je vais plutôt parler d'une botte d'allumettes, d'un caillou, d'un brin d'herbe. Très grand jardin d'une rue pentue nommée Chevaux-Fosse. Parce qu'ici, les chevaux descendirent à coups d'ahans et de cris noirs dans la fosse à houille pour n'en plus revenir. Grand jardin comme un dieu vert, grand jardin comme la soif comblée. Tes glycines et tes iris m'étouffent sur leur suc pur. Les jardins, les jours, les jouets, les fouets de feuilles. N'oublions pas les gloriettes fragiles où l'on savourait les madeleines et le thé. Tout s'effondre, mais tout vit à nouveau. Et c'est l'incroyable état des lieux, l'incroyable état du pays wallon. C'est qu'à travers tant de blessures infligées durement, il demeure lui-même dans sa propre identité. On le troue, on le dépaisse, on le souille, on le lacère d'autoroutes affreuses, de centrales nucléaires nauséabondes et criminelles. Mais je ne sais pas pourquoi. D'abord, je n'ai jamais habité près de la Meuse. J'ai toujours habité plutôt sur une des collines qui entouraient la ville. Donc la Meuse m'a toujours paru un peu lointaine. Je ne suis pas familier de la Meuse dans la mesure où, vous allez me dire, il habite à 500 mètres, mais enfin. Mais malgré tout, ça me paraissait quand même un peu hors de mon air habituel, en quelque sorte. Si ce n'est qu'elle est présente et j'apprécie beaucoup. Mais je trouve que justement, on a commis la grande erreur ici à Liège d'isoler la Meuse de la ville. Mais bien entendu, Meuse, Endormeuse, etc., j'y suis très sensible. J'y serais peut-être plus sensible en amont ou en aval. À Oui, par exemple, je la sens plus proche de mon cœur, ou à Visé, par exemple, parce qu'on peut la toucher, on peut la voir, on peut se promener le long de ses berges. À Andenne, par exemple, il y a un petit chemin, il y a encore une île, une des rares îles préservées de la Meuse. Là, elle me touche plus profondément, tandis qu'ici, elle m'impressionne. Il semblerait que ce serait plus la banlieue que le cœur même de la ville qui vous attire. Oui, ça c'est vraisemblable. C'est-à-dire que le centre même de la ville, un peu institutionnel, comme ça, un peu figé dans l'histoire, m'intéresse peut-être. Je préfère la ville là où elle se distingue, où elle se défait, où on arrive dans une espèce de no man's land, de terrain vague. Là, je dois dire, elle m'intéresse davantage. Est-ce parce que je connais trop bien le centre-ville, ou bien le centre-ville m'intéresserait à une autre époque? C'est plutôt l'envers de la ville qui m'intéresse, ou là où la ville se défait, on détruit des maisons, les blessures de la ville m'intéressent également, sans que je sois masochiste bien entendu, et le passé de la ville quand elle est en train de se former, de s'établir. Mais ce qui est abouti m'intéresse moins d'une manière générale. Et puis on dirait que vous ne voulez pas être maître de votre ville, dirions-nous. Il me semble qu'il y aurait, plutôt que le plaisir de se reconnaître dans la ville que de la posséder, ce serait plutôt le plaisir de s'y perdre au hasard d'une déambulation. Oui, ça, je crois que c'est un peu un état d'esprit que je ne suis pas le seul à avoir d'ailleurs. C'est-à-dire que je crois que c'est une tournure d'esprit. Je suis vite dépaysé. Enfin, je vais dans le fond de mon jardin et je me demande où je suis. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Alors, il y a des coins de la ville que je ne connais pas très bien et je me propose constamment de partir le matin très tôt et d'aller un peu au hasard, de m'éloigner de mes chemins habituels, de mes parcours tracés, fléchés, des chemins que je fais pour me rendre au travail, etc. Donc il y a cet aspect-là aussi, la ville inconnue dans la ville connue, si vous voulez, un aspect un peu gigogne, ou l'envers de la ville. Il y a un très beau texte d'ailleurs d'Italo Calvino où il décrit une ville au bord d'un grand lac, et alors ce qu'il visite, ce n'est pas la ville elle-même, mais le reflet de la ville dans le lac. Et là, c'est un peu ça également. J'imagine volontiers une autre ville sous terre, qui serait l'envers de la ville, en étant à la fois le même et différent. Donc des souterrains un peu mystérieux. C'est quelque chose, une attitude qui me donne des projets d'écriture dans cette mesure-là. L'un coupe la verveine où saisit sabot et soleil, puis dort dans mon souffle. Souffleur et dormeur sont en paix.
la phrase très pâle à travers les barreaux. L'herbe et la langue, et le jardin du lait submergé. J'avais 17 ans, et alors je voyageais dans le sud de la France. Mon vrai nom étant Delmotte, je n'aimais pas tellement ce mot Delmotte. Et alors je cherchais un autre mot, et alors je suis passé par cet endroit qui est superbe, au-dessus de Gap, dans les montagnes, à la casse déserte, et l'endroit me plaisait, et en même temps le nom. Alors je me suis permis d'emprunter ce nom et de signer à partir de là Jacques Isoard. Oui. Rien à voir Juste rien à voir avant, avec le Tour de France, quoi. rien du tout. Rien du tout, Encore que, bon, Encore que vous ne soyez pas éloigné de vous intéresser à cela non plus. voilà. Alors il rappelle aussi, Daniel Laroche, que vous êtes un homme qui a influencé pas mal de poètes et qui continue à le faire, qu'au centre de Liège, au cœur de Liège même, vous avez une grande influence sur cette jeune génération, et puis que vous avez commencé vous-même à exister en quelque sorte en littérature à partir de ce lieu, que vous ne quittez pas, donc qui est un enracinement quelque part. Et vous avez travaillé pour les revues Lettres 55, l'Essai, vous avez fait des interviews qui sont assez fabuleuses, on rapporte toujours celui de Céline. Racontez-nous un peu. Non, mais c'est-à-dire que en fait, j'avais des amis qui étaient non pas à Liège, mais à Herve, Oui. et ils avaient fondé une petite revue, donc ça remonte, c'est très loin, en 1955. D'ailleurs, la revue s'appelait Lettres 55, et alors c'était dirigé par Jean Colette, Alain Guy Jacob et d'autres. Et alors ils m'ont dit, toi qui vas souvent à Paris, tu pourrais peut-être nous ramener des interviews pour notre petite revue de littérature et de poésie. Et voilà, on va te remettre une liste, hein. On va te remettre une liste et tu n'as qu'à contacter tous ces écrivains et demander si tu peux aller les interviewer. Et c'est aussi bien breton que Soupeau. Et voilà, et que c'était pas vraiment la liste de Schindler, mais enfin c'est tout comme. Et alors cette liste, c'était André Breton, Philippe Soupeau, Louis-Ferdinand Céline, Jules Supervielle, Yves Bonnefoy, Francis Ponge, etc. Mais en fait, j'allais là de manière un peu inconsciente et j'avais à peine lu les gens que j'allais voir finalement, des petits fragments, etc. Et Céline, je ne connaissais pas vraiment. Moi, je suivais gentiment la liste, puisque mon rédacteur en chef m'avait dit d'aller voir tous ces gens. J'allais les voir de manière inconsciente. Et alors, j'avais téléphoné à Louis-Ferdinand Céline. Il avait dit qu'il voulait bien me recevoir. Alors, je suis allé. Il habitait à Meudon, au-dessus, près de Paris. Là, c'était l'été. Il faisait très, très chaud. J'avais suivi un petit chemin, comme à travers la campagne, presque. Et je suis arrivé devant une maison avec un jardin. Alors, derrière la grille, j'ai vu le jardinier. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux parler à monsieur Céline? C'est moi. Il dit, oh, j'avais pas reconnu, moi, j'avais à peine jamais vu. Attendez, je fais rentrer les dogs, me dit-il. Avec d'énormes chiens dans le jardin, il les a fait rentrer. Puis il m'a fait traverser le jardin. J'arrivais sur une sorte de perron. Et là, il me dit, avant d'entrer, lisez cela. Il me donne un texte qui s'appelle La Machine, un texte dans lequel Baudelaire dit toute sa haine des journalistes. Donc ça commençait bien. Bon, puis après, il m'a laissé entrer. Alors je lui ai posé des questions un peu ridicules. J'étais tout jeune, des questions complètement idiotes et farfelues. À un moment donné, je lui dis, c'était l'époque où Françoise Sagan venait de publier Bonjour Tristesse. Et je dis à Céline, il faut le faire, ça. Que pensez-vous de Françoise Sagan? Il me regarde un peu éberlué. Il me dit, bon, elle a de jolis nichons. Ouais, bon, je ne savais plus que dire. Et toutes les réponses étaient à peu près dans ce goût-là. Je lui dis à un moment donné, j'étais complètement inconscient. Accepteriez-vous de venir faire une conférence à Liège? Là aussi, il me regarde, vous voulez qu'on me fusille, dit-il. Bon, et ça se terminait par vive le roi des Belges, vive Turlututu. C'était la conclusion de l'interview, de sa part, du moins. Je vois aussi, Jacques, si on parlait un peu de poésie, évidemment, il y a dans ce livre auquel je faisais référence, une lettre de Bosquet qui vous présente quelque part pour une soirée, il ne peut pas venir, et puis il fait un petit texte. Enfin, je crois que c'était à la Maison de la Poésie à Paris en 84, si j'ai bonne mémoire. Et il dit que depuis autant d'années, l'originalité extrême d'Isoard, c'est de veiller à la convergence de deux états d'esprit, jusqu'ici apparemment contradictoires, un besoin de voyance postérieure au surréalisme, et d'autre part, la certitude que corps et imagination ne peuvent se séparer. Voilà, il dit ça. Et c'est corroboré par les autres analyses, en fait, qu'en général, on se dit, tout s'organise autour de l'axe désir-jouissance, en quelque sorte.
Je prends la deuxième partie ici. La dominante de cette poésie est celle du corps, désirant et désiré, celle de la fusion amoureuse même autre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces analyses Oh ben c'est assez juste finalement. Disons qu'il insiste quand même sur la notion de corps qui pour moi est assez capitale. Disons que je suis très matérialiste dans ma poésie. J'aime beaucoup très les concret, choses concrètes. J'aime les choses qu'on peut toucher, le caillou, etc. Je ne suis pas du tout comme tel ou tel poète ou comme bon, je ne vais pas citer de nom, qui fait des envolées sur la Voie lactée, sur les univers galactiques, etc. Moi, c'est pas possible. Il faut que je sois près des choses, que je puisse toucher les choses pour que cela déclenche en moi une espèce de fontaine verbale. Je ne veux pas dire de logorée, parce que c'est pas vraiment ça. J'aime quand même bien la précision des choses. Mais c'est un peu cela. Notez qu'une fois, j'ai été un peu agacé parce que un poète portugais me dit évidemment, tu aimes ce qui est tout près puisque tu es myope. Ah bon, il ramenait ça de manière un peu concrète, ça m'a un peu surpris. Mais peut-être qu'il y a du vrai là-dedans finalement. C'est vrai, ça pourrait jouer. On n'en sait rien. L'attention plus grande. Vous vous rappelez qu'il y a eu tout un gros bouquin sur les écrivains asthmatiques, par exemple. Et on a découvert, est-ce que ça, il étudiait les rapports justement entre cet état physique et l'écriture. Peut-être qu'il y a des convergences, des connotations, etc. Quoi qu'il en soit, vous aimez les mots assez courts, un peu tassés comme ça sur eux-mêmes. Et vous avez cité le mot caillou, ça peut être aussi corps, et qui revient très souvent, ça peut être sommeil en fait. Mais il y a des mots que vous n'employez jamais. Il y a des mots que vous n'employez jamais. Et des mots abstraits notamment. Voilà, c'est cela, oui, l'abstraction me dépasse, moi. Je trouve que ces mots sont un peu creux comme cela, et ce sont des mots, comme on disait avant, à 75, des mots très, très lyriques, c'est un peu grandiloquent. Grandiloquent, voilà. Tapageur peut-être aussi. Exactement. Et un peu faussement grandiose, quoi, en fait. Et au contraire, chez vous, et on trouve cela, une répétition, une redite du même mot, comme s'il s'agissait de le vider, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au noyau du mot, quoi, en fait, de l'éroder en quelque sorte. Une espèce de polissage, quoi, en fait, par réemploi et redite comme cela. C'est bien cela? Oui, je pense que j'aime beaucoup la répétition. Oui. La répétition... Ne vous gêne pas? Comment? Ne vous gêne pas? Pas du tout. Alors que comme professeur, vous avez dû souligner des répétitions oiseuses. Bien entendu, mais la répétition... Il y a répétition. À mauvaise presse. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout l'enseignement n'est fait que de répétitions constantes. Mais enfin, justement, j'essaie un peu, à travers mes textes et ce que je pense, pas de lutter, mais d'aller contre des idées reçues. Je n'y parviens pas toujours, parce que forcément, on retombe soi-même dans certaines conventions. Peut-être que mes poèmes, en général, essayent de montrer, non pas ce que je sais, mais ce que je ne sais pas. Je préfère, à la limite, je préfère l'ignorance à la connaissance. J'ai horreur de la connaissance. On connaît, et puis on fait des études, et puis quand on connaît, puis après, c'est terminé. Donc on arrive dans un cul-de-sac. Vous n'aimez pas ce qui est achevé, quoi. Voilà, exactement. Tandis que écrire, c'est aller dans le sens de l'ignorance, justement. L'ignorance, il y a deux choses que je déteste, c'est l'ignorance et l'action. L'action, je ne supporte pas l'action. Je préfère l'inertie, l'indolence, etc. J'avais relevé 4 mots qui commençaient par I. C'est pas parce que c'est vis-à-vis d'Isoard, mais enfin, il y avait indolence, ignorance, etc. Ça me plaît beaucoup. Un état qui... Mais l'action me semble, en général, me semble assez dérisoire. Oui, l'action, mais pas la dynamique. Je veux dire, c'est différent. Parce que quand vous évidez un mot, vous le creusez en le redisant, en le relançant, un peu comme un dé, quoi, le fameux dé malarbéen, quoi. On relance le mot pour aller à sa substance. Un dé ou un caillou, comment appelle-t-on au bord de l'eau? Un ricochet. Les pierres toutes plates, oui, ça, j'aime que les mots ricochent. Oui. Ricoche, voilà. J'allais dire fasse ricocher, oui. mais bon. Les mots résistent aussi, Jacques. Oui. Alors donc, ça veut dire que ça présuppose un rapport de force, c'est ça que je disais dynamique. Ah oui, ben oui. Le mot sommeil, on a beau l'évider, on va arriver à quoi? Il va résister aussi, quoi. Et résister à quoi à l'achèvement, justement. Rien n'est jamais joué, quoi, en quelque sorte. Et voilà, je pense qu'à force de répéter les mots, comme vous dites, on les lisse, on les rend plus sensuels, on les rend plus
plus vrai aussi d'une certaine façon. Alors je reviens au corps, parce que c'est lui qui est moteur, évidemment, votre corps de poète qui va vers le corps de l'autre et vers le corps de l'extérieur, vers l'extérieur aussi, puis qui ramène cela. On a l'impression que c'est un corps à la Velikovitch, quand même. Ben, Sensuel, sensuel, sensoriel aussi. À vrai dire, je crois que l'essentiel du mot corps, pour moi, c'est la recherche de l'alter ego, la recherche de ma propre identité. Je ne sais pas qui je suis, donc j'essaye de trouver en l'autre, à travers peut-être une sorte de gémellité, de voir qui je suis. C'est cela un peu la notion de corps. Et de toute façon, je suis très vite surpris, moi, en général. Donc, je ne suis pas seulement surpris par le corps, mais je vais me balader dans le fond de mon jardin, à Liège, et bien, c'est comme si j'étais je ne sais où. Je suis faculté de surprise. Je crois que c'est très important. Et le problème de notre époque, et chez certains poètes, c'est qu'ils ne sont pas surpris. Ils veulent répéter toujours un discours plus ou moins accolé à ce que les gens appellent poésie, mais ça ne veut rien dire. Alors une chose que vous ne supportez pas, c'est la virtuosité pour la virtuosité, hein, justement, vous l'avez dit, et pas de gratuité donc, en quelque sorte. Voilà. Hein, non plus. Jacques, quand je lis ce petit poème... Tout doit être au ras des mots, en quelque sorte. Oui, au ras des mots, d'accord. Quand je lis J'ai pas dit au ras des pâquerettes. J'ai pas dit ça non plus. Non. Personne n'y a pensé. Même si la pâquerette a, voilà. hein, A son une charme. connotation Oui. poétique. Alors, dans La patrie empaillée, j'avais relevé ce texte parce que, pour bien montrer finalement le graphe, en fait, le coup dont je parlais, isoardien, comme on dit aujourd'hui, dans la chambre une fille, dans la chambre une vie, dans la chambre une chambre, et le lieu sans hauteur. La patrie empaillée, et j'y suis en 4 épingles, blanches ou 15. Alors il y a ce mystère à la fin. Oui, c'est un texte un peu ancien, mais que je ne relis absolument pas. C'est très très beau. Mais je crois que l'intérêt dans le travail poétique, ce qui est intéressant, c'est des notations extrêmement précises et concrètes qui basculent parfois vers des notations plus imaginaires et plus obscures finalement. Oui, mais j'y suis en 4 épingles, et non plus, on connaît l'expression à 4 épingles, voilà. Tirer à 4 épingles. Là, j'y suis en 4 épingles, Oui. et puis épingle, qui est un mot pluriel, devient blanche au singulier, ou 15, un chiffre. Oui, c'est ça l'intérêt du texte poétique, c'est que tout est possible à celui qui écrit. Celui qui écrit n'a aucun, comment dirais-je, aucun corpus défini, donc il peut aller au-delà des mots et même susciter la surprise, puisqu'on est perpétuellement surpris par ce qui nous arrive, par ce qui existe, etc. Donc c'est un peu cela. Alors la notion de chambre, c'est très important aussi, parce que un élément qui m'a toujours fasciné, c'est l'aspect donc répétitif, mais dans le sens gigogne, le sens des poupées russes par exemple, ou bien les flammes quand vous avez un miroir, une flamme, il y a un miroir dans le miroir, il y a encore un miroir, ou comme dans les anciennes publicités, même sur les pots de confiture, vous avez une étiquette et il y a un pot de confiture qui a lui-même une étiquette, et c'est sans fin. Et je crois que c'est ça, cette espèce de gouffre de l'écriture qui est assez fascinant.